Shabbat. Bon. Ah, j'en peux plus, là. T'en es où, là? Baltamine. Alors, Shabbat, Daf 4a. Ici, la Beretta, qui interdit de rendre l'objet, fait référence à l'amener dans une autre cour. Car Rava a soulevé un dilemme devant Rav Naman, celui qui se tenait dans une cour le Shabbat et sa main a été remplie de fruits. Et s'il l'a étendu à l'extérieur dans le domaine public, quel est l'avis d'un religieux quant à savoir s'il est autorisé ou non à le rapporter dans le même cour où il se trouve? Rav Naman lui dit « C'est permis ». Il lui demanda en outre « Quel est l'avis religieux concernant le fait de le déplacer du domaine public vers une autre cour ?» Il lui dit « C'est interdit ». Rav a posé la question suivante. Et en quoi un cas est-il différent d'un autre? Par définition, les deux cours sont des domaines privés, il n'y a aucune différence alarique apparente entre elles, en termes de Shabbat. Rav Naman répondit en plaisantant. Lorsque vous mangerez un corps de sel, en y réfléchissant, vous connaîtrez la réponse. En fait, la réponse est simple. Là-bas, la Beretta qui a enseigné qu'il est permis de ramener dans la même cour l'a dit parce que son objectif prévu n'a pas été réalisé, puisqu'il a cherché à sortir un objet de sa cour. Lui demander de ramener l'objet à sa place d'origine est une sorte de sanction. Cependant, ici la Beretta qui a enseigné qu'il est interdit de le ramener dans une autre cour, l'a dit parce que son objectif prévu a été réalisé, il est donc interdit d'y rapporter. Puisque le dilemme du Rav Beva Barabéi a été évoqué en passant, la Gemara procède elle-même à la discussion de la question. Rabbi Abei a soulevé un dilemme. Celui qui a commis une erreur et a mis du pain dans le four de Shabbat, lui a-t-il permis de passer outre une interdiction rabbinique et de l'enlever avant qu'il ne soit cuit, c'est-à-dire avant qu'il encourt la responsabilité d'apporter un sacrifice pour le péché, pour le cuire? Du pain le Shabbat, ou ne lui ont-ils pas permis de le faire? Rava Barabei dit à Ravina. Quelles sont les circonstances? Si vous dites qu'il a mis le pain au four sans le savoir et qu'il ne s'est pas rappelé que c'était aujourd'hui Shabbat ou qu'il est interdit de le faire le jour de Shabbat, à qui ont-ils permis de l'enlever? S'il ignore qu'il s'agit d'une interdiction, il ne lui viendra pas à l'esprit de demander s'il est autorisé ou non à retirer le pain avant qu'il ne soit cuit. Mais n'est-il pas plutôt le cas où, avant de cuire, il s'est rappelé que c'était interdit? Dans ce cas, est-il susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché? N'avons-nous pas appris dans une Mishnah, tous ceux qui pêchent involontairement et sont donc susceptibles d'apporter des offrandes pour le péché ne sont responsables que si le début de leur action était involontaire et à la fin de leur action était involontaire. Cela signifie que pendant toute la durée de l'action jusqu'à son achèvement, la personne ignore que son action est interdite. Par conséquent, dans notre cas, puisqu'il a pris conscience que son action est interdite alors que le pain était encore en train de cuire, sa conscience même l'exonère d'une offrande pour le péché. Il n'est plus nécessaire de retirer le pain pour lui éviter d'encourir une responsabilité pour apporter un péché. Offre. Dites plutôt que cette personne a mis le pain dans le four intentionnellement, mais qu'elle regrette ensuite de l'avoir fait et ne veut pas enfreindre l'interdiction. Cependant, si tel est le cas, la formulation du dilemme est inexacte. Il aurait fallu dire, avant qu'il ne vienne violer un interdit passible de lapidation, celui qui profane intentionnellement le Shabbat est passible d'être lapidé. Il n'est pas simplement passible d'apporter un sacrifice pour le péché. Rav Shela a dit en fait, cela fait référence à un cas où il l'a fait involontairement et le dilemme de savoir s'ils sont autorisés ou non à retirer le pain ne concerne pas la personne qui l'a mis dans le four car elle ignore sa transgression. Au contraire, à propos de qui Rabbi soulève-t-il un dilemme? Les sages lui ont-ils permis ou non de retirer le pain? Cela concerne ceux qui souhaitent épargner aux pécheurs involontaires de violer un interdit de la Torah. Rav Shechet s'y est fortement opposé. Est-ce que on dit qu'à une autre personne pêche pour qu'une autre en profite? Permet à quelqu'un de violer un interdit, même l'interdit par la loi rabbinique afin d'aider un autre à accomplir une mitzvah est inconcevable. Il en va de même lorsqu'il s'agit d'empêcher autrui de violer une interdiction plus sévère. Rav Ashi a plutôt dit, en fait, cela fait référence à un cas
où il a intentionnellement mis le pain dans le four. Édith modifiait le texte comme suit. Avant qu'il ne vienne violer un interdit passible de lapidation, en effet Rabba, fils de Rabba, enseignerait explicitement de cette manière, non pas comme un dilemme, mais plutôt comme une décision alarique. Selon sa version, Rabba bar Abei a dit, concernant celui qui enfonçait du pain dans un four la veille de Shabbat, les sages lui ont permis de le retirer du four la veille du Shabbat avant qu'il ne vienne violer un interdit passible de lapidation. Nous avons appris dans la Mishnah plusieurs exemples où le pauvre a tendu la main. Un, lorsqu'il a placé un objet dans la main du propriétaire, et un autre lorsqu'il a pris un objet de la main du propriétaire. Dans ces cas-là, nous avons appris qu'il est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché. La Gemara demande pourquoi est-il responsable? N'exigeons-nous pas que le levage et la mise en place à la rigue soient effectués à partir et à la surface d'une zone de 4 largeurs de main sur 4? Une zone de plus petite n'est pas considérée comme un lieu défini, et c'est comme si l'objet n'était pas là du tout. Et la main d'une personne n'est pas de cette taille, alors pourquoi est-il responsable? Rabba a dit. De qui est l'opinion de cette Mishnah? C'est l'opinion du rabbin Akiva qui a dit que nous n'exigeons pas une place de 4 largeurs de main sur 4. Selon lui, même une zone plus petite est considérée comme un endroit important en termes d'accomplissement du Shabbat, comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Celui qui jette un objet du domaine privé vers l'autre du domaine privé, et il y a le domaine public au milieu. Rabbi Akiva le considère comme responsable de l'exécution dans le domaine public, et les rabbins le jugent exempté, car l'objet a simplement traversé le domaine public et il n'y est pas resté. Cette controverse peut s'expliquer ainsi. Rabbi Akiva soutient que l'on dit qu'un objet dans l'espace aérien est considéré comme au repos. Selon lui, un objet qui a traversé, mais même brièvement, l'espace aérien du domaine public est considéré comme s'il était immobilisé dans ce domaine. Celui qui a jeté l'objet a donc à toute fin utile retiré l'objet du domaine privé et l'a placé dans le domaine public. Et sa responsabilité est engagée. Les rabbins estiment qu'on ne dit pas qu'un objet considéré comme au repos. Selon eux, comme s'il a sorti l'objet du domaine privé, celui-ci n'est jamais resté dans le domaine public. Puisqu'il ne l'a jamais placé dans le domaine public, sa responsabilité n'est pas engagée. Quoi qu'il en soit, selon l'avis du rabbin Akiva, le placement nécessaire pas de zone définie, la simple présence d'un objet dans le domaine public lui confère la qualité juridique d'y avoir été placé. Apparemment, il n'est pas obligatoire qu'un objet soit placé sur une surface d'une superficie de 4 largeurs de main sur 4. DAF 4b. L'objet adopté à 10 mains du sol qui ne sont pas d'accord. Et cela n'a-t-il pas été soulevé comme un dilemme par Rabba, car il ne savait pas que s'il était ou non l'explication correcte du différend entre le Rabbi Akiva et les rabbins? Comme Rabba a soulevé un dilemme, ceux qui contestent le cas de quelqu'un qui lance d'un domaine privé à un domaine privé avec un domaine public au milieu ne sont-ils pas d'accord sur le cas où l'objet a été lancé à moins de 10 paumes du sol, et c'est le point sur lequel ils ne sont pas d'accord. Le rabbin Akiva soutient qu'un objet dans l'espace aérien est considéré au repos, et les rabbins soutiennent qu'on ne dit pas qu'un objet dans l'espace aérien est considéré au repos. Toutefois, si l'objet passait à plus de 10 palmes au-dessus du domaine public, tout le monde s'accorde pour dire qu'il est exempté, et que tout le monde s'accorde pour dire qu'on ne dérive pas la halara du lancer de la halara du passage. Il existe une halara particulière concernant le passage d'objets. Celui qui se trouve dans un domaine privé et qui fait passer un objet d'un domaine public, il y a un autre domaine privé, même si l'objet ne s'est pas arrêté dans le domaine public. Son action est considérée comme ayant effectué, cependant la halara concernant le lancer est différente. On peut être qu'ils ne sont pas d'accord sur le cas où l'objet a passé 10 paumes au-dessus du sol, et c'est le point sur lequel ils ne sont pas d'accord. Rabbi Akiva soutient que nous dérivons la halara du lancer à partir de la halara du passage et les considère comme des détails d'une halara. Et les rabbins estiment que le fait de passer n'entraîne pas le lancer, et que bien que celui qui passe l'objet dans ce cas soit responsable, celui qui le lance ne l'est pas. La halara relative au passage est une halara unique, un décret de la Torah, et d'autres cas ne peuvent en découler. Cependant, à l'égard de celui qui jette d'un domaine privé à un autre via un domaine public, si l'objet passe à moins de 10 paumes de sol, tout le monde s'accorde pour qu'il soit responsable. Quelle est la raison pour ça? Tout le monde s'accorde à dire qu'un objet dans l'espace aérien est considéré comme au repos, puisque Rabba lui-même n'est pas sûr de l'objet du différend dans cette Mishnah concernant celui qui jette un objet. Comment peut-il déterminer l'opinion de Rabbi Akiva au sujet de notre Mishnah? La Gemara répond, ce n'est pas difficile. On peut expliquer qu'après avoir soulevé le dilemme, il a ensuite été résolu pour lui que la compréhension correcte était que le seul Rabbi Akiva soutient qu'un objet dans l'espace aérien est considéré comme au repos.
Cependant, il est possible de s'interroger sur le parallèle entre l'opinion du rabbin Akiva et le cas de notre Mishnah. Peut-être que le placement seul ne nécessite pas une superficie de 4 sur 4 pour être considéré comme un placement à l'aric, mais le levage nécessite un minimum de 4 largeurs de main sur 4 pour être considéré comme un levage à l'aric. Peut-être que le placement, qui n'est que la conclusion du travail interdit, n'exige pas la même condition que le levage, qui est le début et l'essence du travail d'exécution Rashba. De l'avis du rabbin Akiva, d'exécution Rashba, de l'avis peut conclure qu'un objet dans l'espace aérien est considéré comme placé même sans une superficie de 4 largeurs de la main sur 4. Mais on ne peut pas conclure qu'un objet soulevé d'une surface dépourvue de cette zone est considéré comme soulevé. Au contraire, Rav Yosef a dit, de qui est l'opinion dans cette Mishnah? C'est l'opinion du rabbin Yehuda Hanassi. La Gemara demande à laquelle des alarotes du rabbin Yehuda Hanassi Rav Yosef fait-il référence? Si vous dites qu'il fait référence à cette alara telle qu'elle est enseignée dans une beretta, celui qui a jeté un objet le jour du Shabbat dans le domaine public, le début à la fin de 4 coudées, et cet objet est venu se poser au sommet. Une projection de n'importe quelle taille, le rabbin Yehuda Hanassi le considère comme responsable et les rabbins le jugent exempté. Apparemment, cela prouve que, selon rabbin Yehuda Hanassi, il n'y a de surface minimale requise pour le levage et le placement. C'est la lara à laquelle Rav Yosef faisait référence. La Gemara rejette cela. Là, l'explication est selon ce qu'il faudra dire plus tard, conformément à la déclaration d'Abéi, comme Abéi a dit. Ici, la Beretta ne traite pas n'importe quelle situation, il s'agit plutôt d'un cas particulier. Il y a un arbre debout dans le domaine privé et dont les branches penchent vers le domaine public. Et on a jeté un objet du domaine public et celui-ci s'est appuyé sur les branches de l'arbre. Rabbi Yehuda Hanassi soutient que nous disons jeter ses branches après son tronc. Les branches de l'arbre sont considérées comme une extension de son tronc. L'ensemble des arbres est donc considéré comme un domaine privé. Celui qui y jette en est responsable. Et les rabbins soutiennent qu'on ne dit pas jeter ses branches après son tronc. Par conséquent, les branches elles-mêmes ne sont pas considérées comme un domaine privé. Celui qui les jette depuis le domaine public n'est pas responsable puisque le rabbin Yehuda Hanassi considère les branches de l'arbre comme une partie du tronc. Tout ce qui est jeté au sommet de l'arbre est considéré comme s'il était placé sur le tronc, qui mesure 4 largeurs de main sur 4. Si tel est le cas, on ne peut pas en conclure qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une zone significative selon le rabbin Yehuda Hanassi. Il est plutôt possible que Rav Yosef ait fait référence à cette alara du rabbin Yehuda Hanassi telle qu'elle est enseignée dans une beretta. Celui qui jetait un objet le jour du Shabbat du domaine public au domaine public et le domaine privé se trouvait au milieu. Rabbi Yehuda Hanassi le considère comme responsable de l'exécution du domaine en domaine et les rabbins le considèrent comme exempté. Et Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit. Dans ce cas, Rav Yehuda Hanassi soutient que celui qui a lancé l'objet est susceptible d'apporter 2 offrandes pour le péché, car il a violé 2 interdictions. L'une en raison du transport du domaine public dans le domaine privé. Domaine lorsque l'objet a traversé l'espace aérien du domaine privé. Et 1 dû au transfert du domaine privé vers le domaine public. Apparemment, il n'exige ni le levage ni le placement sur une surface de 4 largeurs de main sur 4, car non seulement il est responsable du transport de l'objet dans un domaine privé et de son placement en passant par son espace aérien, mais il est également responsable du levage. L'objet de ce domaine privé est l'amener au domaine public. Selon le rabbin Yehuda Hanassi, ni le levage ni le placement ne nécessitent une surface significative. La Gemara rejette cette preuve. N'est-il pas dit à propos de ce différent que Rav Shmuel ont tous deux dit? Et on continuera demain. Merci, bonne soirée et à demain.